Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'étude de l'huître de Francis Ponge, poème extrait du recueil Le Parti pris des choses, publié en 1942. Le titre du recueil de Ponge, Le Parti pris des choses, fait référence à celui de Lucrèce, De natura rerum, de la nature des choses. En effet, l'auteur s'inspire de la leçon de choses et fait référence aussi à la fable, puisque ce recueil de poèmes en prose revêt une dimension encyclopédique et didactique et propose une nouvelle approche de la poésie, sachant qu'il s'agit justement de s'intéresser à des sujets qui a priori n'ont rien de poétique. Il s'agit en effet de mettre les choses, les objets à l'honneur. Donc petit rappel, la poésie peut prendre 4 directions différentes, alors il y en a plus que 4, mais 4 grandes directions différentes, dirons-nous. Premièrement, on pensera immédiatement à l'expression des sentiments, évidemment, puisque la poésie s'inspire tout d'abord de la tradition lyrique. Il ne s'agit pas de ça, évidemment, dans le recueil de Francis Ponge. On peut également proposer un nouveau langage, alors c'est le cas dans tous les poèmes, à partir du moment où les poèmes sont écrits en vers ou même en prose avec un langage poétique et des tournures poétiques, on peut considérer que ce genre privilégie la forme encore plus peut-être que les autres genres. On pensera par exemple au poème de Roubaud, Le Lombric, qui réfléchit à la question du langage exploré par le poète. De plus, le poète propose une nouvelle vision du monde. Et c'est bien à cela que s'attelle Francis Ponge, puisqu'il s'intéresse à des choses dépourvues d'intérêt au premier abord en faisant des sujets poétiques. On pensera également à l'Albatros de Baudelaire, qui montre bien la marginalité du poète. Enfin, le poète peut aussi choisir de dénoncer, comme par exemple des poètes comme Victor Hugo, Boris Vian ou Aragon. Dans ce poème, l'huître est tout simplement décrite selon un schéma très très simple. L'extérieur de l'huître pour commencer, l'intérieur de l'huître, puis enfin la perle qu'on peut parfois y trouver. Enfin, le langage de Francis Ponge est extrêmement travaillé, même s'il paraît simple en apparence. On verra durant le commentaire de nombreux mots polysémiques, des jeux de mots et des références à des expressions populaires. On peut penser bien sûr à une définition d'encyclopédie à la lecture de ce poème, c'est la volonté de Francis Ponge. Ainsi, 2 lectures sont possibles pour ce texte. Tout d'abord, il s'agit de caractériser l'huître et de proposer une opposition classique des apparences et de l'intériorité. Cependant, l'huître peut également être vue comme une métaphore implicite de la poésie. L'huître, de la grosseur d'un galet moyen, est d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant, on peut l'ouvrir. Il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles. C'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de rond blanc, d'une sorte de halo. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde, à boire et à manger. Sous un firmament, à proprement parler, de nacre, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois, très rare, une formule perle à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à s'orner. Ainsi, en quoi cette description poétique de l'huître constitue-t-elle une métaphore de la poésie, ou encore, en cette description poétique de l'huître constitue-t-elle une mise en abîme de la poésie? Petite parenthèse, ce poème se prête parfaitement à une analyse linéaire. Cependant, au baccalauréat, vous devez présenter un commentaire composé. On peut ici s'inspirer de l'analyse linéaire et proposer un commentaire composé tout de même, mais qui suit l'ordre du texte. Vous pouvez appliquer ce genre de méthode à des textes courts, très structurés. Ainsi, nous étudierons tout d'abord l'extérieur de l'huître, décrit dans le premier paragraphe, pour nous intéresser ensuite à l'intérieur de l'huître, abordé dans le deuxième paragraphe du poème en prose, pour enfin évoquer la perle, qu'on trouve plus rarement à l'intérieur une fois que l'huître est ouverte. Considérée de l'extérieur, l'huître propose une apparence plutôt peu engageante. Ainsi, c'est un animal repoussant. Dans un premier temps, c'est ce qu'on constate en lisant le poème, du moins le premier paragraphe. Dès la première phrase, on remarque qu'on a affaire à un poème bien particulier, poème en prose, qui ressemble beaucoup à une définition d'encyclopédie. L'huître, de la grosseur d'un galet moyen et d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. On notera également le superlatif plus rugueuse, ainsi que le parallélisme plus rugueuse et moins unie. Ou encore l'oxymore brillamment blanchâtre, donc entre la brillamment et le suffixe âtre. On note donc, grâce à ces procédés, une apparence d'objectivité au premier abord, un ton encyclopédique,
inspiré de la leçon de choses. Le superlatif et le parallélisme montrent que l'huître est plutôt peu engageante. Et enfin, le paradoxe proposé par l'oxymore montre que l'animal est à la fois fascinant et dégoûtant. Ligne 2, c'est un monde opiniâtrement clos, opiniâtrement voulant dire obstinément. On note donc la personnification, une huître obstinée relève de la personnification. L'adjectif clos et la personnification rendent l'animal peu engageant, encore une fois. Enfin, ligne 2, l'adjectif clos ou le verbe à la même ligne l'ouvrir forme une antithèse qui laisse deviner l'ampleur de la tâche quand il s'agit d'ouvrir tout simplement l'animal, pour en manger sans doute le contenu. L'expression à la ligne 2 et à la ligne 4, on peut noter ici la dimension pseudo-encyclopédique du texte. On peut bien sûr en rester à une analyse aussi pragmatique du texte de Francis Ponge, puisque bien sûr l'huître constitue une métaphore de la poésie ici. Il s'agit de critiquer la démarche grossière du lecteur qui, confronté à un texte poétique qu'il ne comprend pas, tente d'en forcer justement l'interprétation. Donc l'huître constitue une métaphore filée implicite de la poésie, qui est caractérisée comme un texte peu engageant, difficile à aborder, voire repoussante, comme l'indique l'expression « les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles », dont nous reparlerons dans le commentaire. On trouve ligne 2 une phrase très révélatrice. La tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois. La tournure impersonnelle et les infinitifs en rythme ternaire font penser à un mode d'emploi. Le mode d'emploi, comment ouvrir l'huître justement, donc comment percer le mystère d'un poème, le mystère d'un poème qu'on juge difficile. On note paradoxalement, puisqu'on a affaire à un mode d'emploi, mais paradoxalement on a une poétisation, le couteau peu franc désignant le lecteur peu honnête qui tente de forcer le sens du poème et son interaction. Donc Ponge s'adresse ici directement à nous. Ligne 4, les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles, c'est un travail grossier. Pour une personnification des doigts curieux, l'anaphore du pronom si, qui désigne bien sûr l'huître. Le lecteur trop curieux souffre en forçant le sens du texte, puisqu'il se blesse les doigts, en filant la métaphore. Le pronom si remplaçant l'huître permet de souligner la résistance du texte face à la brutalité du lecteur, qui tente à coup de raisonnement de résoudre l'énigme que pose le texte. Ligne 4 et 5, les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de rond blanc d'une sorte de halo. À nouveau, évidemment, une personnification de l'huître à travers le substantif coup, la métaphore filée qui est toujours présente en filigrane, et le pronom on qui, bien sûr, désigne le lecteur. Encore une fois, on déplore l'agressivité du lecteur qui force le sens du texte par son intellect. Au deuxième paragraphe, Ponge s'intéresse à l'intérieur de l'huître, qui constitue un microcosme confus. Début du deuxième paragraphe, à l'intérieur, l'on trouve tout un monde. Cette huître forme un microcosme confus. Alors je vous rappelle qu'un microcosme est un petit cosmos, un petit monde, c'est-à-dire une reproduction miniature du cosmos dont tous les éléments se retrouvent à petite échelle. On peut relever ainsi le complément circonstanciel de lieu, lignes 5 et 6, sous un firmament, à proprement parler, de nacre. Donc, le terme firmament désigne le ciel. C'est une métaphore puisqu'il s'agit de désigner justement l'intérieur de l'huître qui est nacré, qui forme une voûte céleste puisqu'on considère qu'elle est au-dessus donc, de l'animal contenu à l'intérieur de la coquille. La remarque entre parenthèses, à proprement parler, est très intéressante puisque justement le terme firmament ne doit pas être pris au sens propre ici. Donc cette expression à proprement parler, en même temps qu'elle permet de commenter la démarche du poète, forme un paradoxe. L'antithèse, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous, permet un mélange du haut et du bas lors de la fermeture de l'huître. L'antithèse, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous, permet de souligner encore une fois la confusion de ce microcosme. Donc à nouveau le terme cieux qui désigne le ciel et qui fait référence au cosmos, et le mélange du haut et du bas à la fermeture de l'huître, donc la confusion extrême qui règne dans ce microcosme. Enfin, on aura des termes plutôt péjoratifs, mais qui font aussi référence à un monde extérieur, la mare par exemple, ligne 8, ou encore le « sachet visqueux et verdâtre », métaphore peu élogieuse s'il en est.
On relève également la négation restrictive pour ne plus former qu'une mare. Donc le suffixe âtre, qui apparaîtra également une troisième fois dans noirâtre, plus tard dans le poème. La métaphore de la mare et du sachet sont peu élogieux et suggèrent le mélange des éléments et donc encore une fois la confusion de ce microcosme. Concernant l'intérieur de l'huître, on retrouve également une thématique romantique, l'alliance des contraires. Tout d'abord, la périphrase « tout un monde » à la ligne 6 est suivie de l'expression idiomatique « à boire et à manger », qui constitue ici un jeu de mots. On peut prendre cette expression au sens propre, donc à boire l'eau de mer, à manger l'huître elle-même, et bien sûr au sens figuré, à boire et à manger étant une expression qui signifie qu'on trouve de tout, entre parenthèses, à l'intérieur de cette huître. L'oxymore, frangé d'une dentelle noirâtre, alors une dentelle peut être noire, c'est vrai, mais a priori, elle est plutôt blanche. Donc la dentelle, a priori, c'est quelque chose de plutôt beau et d'agréable à regarder, tandis que le suffixe « à » qu'on trouve encore permet de la désigner de manière péjorative, donc à nouveau l'alliance des contraires, le beau et le laid. De même l'antithèse, en dessus, en dessous, donc qui signifie ici la fusion entre le ciel et la terre. Donc appliqué à la poésie, on peut dire que l'huître constitue un monde riche à l'intérieur. Une fois qu'on a pris la peine de l'ouvrir, on découvre un monde riche, intéressant. Donc autrement dit, toutes les formes de poésie sont possibles, tous les sujets sont possibles, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise poésie. En outre, on retrouve un vocabulaire caractéristique de la poésie, comme firmament ou cieux, qui contraste le vocabulaire simple de la définition de l'huître. Enfin, nous abordons à présent le plus intéressant, à savoir la perle. Tout d'abord, la perle, qui intervient au troisième paragraphe, constituée d'une seule phrase extrêmement courte, permet d'engager une réflexion sur les apparences et l'intériorité, une réflexion très classique, à savoir que les apparences ne reflètent pas l'intériorité, l'âme, l'esprit de quelqu'un, ou d'un objet, ou d'un animal, ici en l'occurrence. L'expression perle intervient à ligne 10, perle. Donc on retrouve le champ lexical de la parure avec perle, nacre et sorné. On peut noter la beauté extrême de ce qu'on peut trouver à l'intérieur de l'huître, qui est par ailleurs repoussante, comme on l'a vu dans la première partie. On peut penser ici encore une fois au romantisme avec l'alliance du grotesque et du sublime, du beau et du laid. En outre, plusieurs métaphores permettent de désigner l'huître comme le galet à la ligne 1, ou encore le sachet, ligne 8, qui plus est, qui flue et reflue, ce qui indique la mauvaise odeur, entre parenthèses, avec la paronomase, flux et reflux. Donc les deux métaphores précédentes étaient assez peu élogieuses, et la paronomase indiquait la mauvaise odeur persistante, autant au regard qu'à l'odorat, ce qui est d'ailleurs assez étrange concernant le regard. On peut relever ici une tournure un petit peu troublante et poétique. Enfin, le complément circonstanciel de temps parfois et l'intensif très rare permettent de suggérer qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences, puisqu'en insistant un peu, en s'intéressant un petit peu à ce qu'on nous propose, on peut découvrir des trésors. Petite précision pour vous, entre parenthèses, concernant l'expression qui flue et reflue à l'odeur et à la vue. On peut penser ici à Verlaine, encore une fois, dans l'art poétique, qui explique bien « Il faut aussi que tu n'ailles au point choisir tes mots sans quelque méprise ». Pour cette dernière sous-partie, nous nous intéresserons à l'art de la formule en poésie, et plus particulièrement à la ligne 10. Tout d'abord, on peut noter la polysémie du terme formule, une formule perle, ligne 10. Une formule est une petite forme, donc la perle est suggérée indirectement par l'usage du verbe perler. Cependant, une formule est aussi tout simplement une phrase courte, dans le sens avoir l'art de la formule, par exemple. Donc on fait ici référence au langage en poésie. En outre, une nouvelle personnification de l'huître, leur gosier de nacre, le gosier n'est pas un terme adapté à l'huître évidemment. Le gosier fait également référence au langage, et donc, encore une fois, à la réflexion engagée sur le langage par la poésie. Enfin, la métaphore est filée, d'où l'on trouve aussitôt à s'orner. Donc la métaphore de la poésie est filée ici. Donc une fois le secret du poème, sa formule percée, on en apprécie tout l'art et la saveur. En somme, cette dernière partie du poème peut être considérée comme une réflexion sur les apparences et l'intériorité, la nécessité de creuser davantage avant de passer à autre chose ou de passer son chemin.
Plus intéressant, cette dernière partie du poème fait référence à la poésie de manière de plus en plus explicite, même si la métaphore n'est explicitée à aucun moment justement. Il s'agit en effet de trouver les mots justes et la formule juste, du côté du poète comme de celui du lecteur. En conclusion, cette description poétique de l'huître constitue une métaphore de la poésie, dans le même temps qu'elle a l'apparence d'une définition d'encyclopédie, et une dimension donc didactique. En effet, l'extérieur de l'huître peut être considéré de deux manières différentes. On peut considérer dans un premier temps qu'il s'agit d'insister sur le caractère repoussant de l'animal de manière objective. Dans un second temps, on peut considérer qu'il s'agit de critiquer la démarche grossière du lecteur qui tente de forcer le sens du poème en l'ébréchant d'un couteau peu franc. L'intérieur de l'huître est encore plus intéressant. On constate que le poète désigne l'intérieur de l'huître comme un microcosme confus. Et appliqué à la poésie, on peut penser à l'alliance des contraires, donc la beauté et la laideur par exemple, ce qui montre bien que la poésie n'a pas de limite, tant du point de vue du fond que de la forme. Enfin, la perle qui intervient à la fin du poème. Donc tout d'abord, il s'agit d'engager une réflexion sur les apparences et l'intériorité qui ne sont souvent pas concordantes. Donc une apparence repoussante peut laisser présager une beauté passionnante ou intéressante, du moins. Enfin, il s'agit d'engager une réflexion sur l'art de la formule en poésie, tant du côté du poète que de l'interprétation du lecteur.